I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bienvenue à tous. Le roi Mohamed VI a sévèrement taclé l'administration lors du discours de la rentrée parlementaire ce vendredi. Une réforme est indispensable pour le souverain. L'administration ne répond plus aux attentes des citoyens et de l'entreprise. Et pour cela, 4 lignes directrices à cette prochaine réforme. Un changement de mentalité, la formation des fonctionnaires, la déconcentration régionale et puis le digital. Discours royal, des claques et des devoirs pour l'administration. On le décode dans un instant avec nos décodeurs aujourd'hui. Hamid Faridi, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant marketing politique. Amine Diori avec nous également ce matin. Bonjour Amine. Bonjour Landry. Responsable PME chez Inforisque. On va parler avec vous également ce matin du secteur de l'informel avec le Haut Commissariat au Plan qui a rendu public la semaine dernière son étude sur le secteur informel et qui montre quoi? Eh bien que ça continue à progresser, plus 6% chaque année pour le secteur de l'informel. 1,68 million d'unités de production informelle au Maroc en 2014. Comment en est-on arrivé là et comment ralentir, freiner la croissance de l'informel? Vous nous le direz. 55 77 pour réagir, posez vos questions par SMS, Cdiram TTC ou bien la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. C'est parti. Un discours sévère qui fait la une de l'ensemble de la presse aujourd'hui, celui du roi Mohamed VI. Concernant l'administration pour la rentrée parlementaire, c'était ce vendredi. Une claque et des devoirs, titre notamment l'Économiste. Hamid Faridi, on peut dire clairement que c'est un appel à une réforme de l'administration de la part du souverain pour le PJD, pour le prochain gouvernement? Je pense que c'est bien plus qu'un appel à une réforme. Je pense que c'est déjà un constat. Et un constat dressé par le souverain, c'est un constat qui interpelle et qui forcément va générer des prises de position. C'est un constat d'échec. C'est un constat d'une gravité assez rare dans la mesure où l'administration est quand même le bras armé de l'État pour mener à bien ces différentes missions régaliennes. Ouais. Quand l'administration coince, tout bloque. Et c'est ce qu'il a fait comprendre d'ailleurs à travers son discours en parlant du citoyen, de l'investisseur également, de l'entreprise qui est bloquée à Diori. Oui, tout à fait. Il a eu des mots très durs, je trouve. Il a utilisé les termes négligence, injustice, absence de compétences, de responsabilité, donc ce sont des mots très durs. Et oui, effectivement, son discours s'étendait à l'ensemble des administrations, aussi bien pour les citoyens, pour le citoyen lambda que pour les entreprises. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses à faire, notamment pour les PME. Alors, je n'ai pas la phrase exacte sous les yeux, mais tout le monde la retient approximativement parce qu'elle est marquante tout de même. Le roi Mohamed VI qui a dit lors de ce discours, si l'administration faisait bien son travail, les citoyens ne m'interpelleraient pas. Ça, c'est fort quand même. L'a dit de manière un peu différente, mais ce qui est certain, c'est que pendant des années, on s'est presque habitué à ce rôle joué par le roi dans sa relation directe avec le citoyen qui interpelle le roi ou le roi qui questionne, parce que très souvent lors des inaugurations, des visites royales et des promenades royales à la rencontre des citoyens, le roi interpelle les citoyens en disant est-ce que tout va bien? Les citoyens répondent généralement par l'affirmative ou interpellent Sa Majesté sur ces questions précises. Et puis on a vu même des citoyens prendre le risque d'interpeller le roi de manière écrite, etc. Alors ce qui est certain, c'est qu'on s'est tous habitués, citoyens, administration, responsables politiques, observateurs, à ce que cette relation directe devienne quelque chose d'habituel. Là, le roi vient de rappeler à tout le monde que si le citoyen interpelle le roi sur des questions et que s'il était lui-même très fier de servir le citoyen, ça reste quand même extrêmement problématique le fait que ça interpelle sur le dysfonctionnement total. Quand l'administration au Maroc ou dans le monde, c'est l'hôpital, c'est l'école publique, c'est la santé, c'est la justice. C'est la justice, et je sais que Sa Majesté est interpellée à plusieurs fois sur des questions en relation avec la justice, et c'est l'administration territoriale. Quand on est interpellé à tous ces niveaux, à un moment donné, le constat est fait que l'administration ne remplit pas sa fonction, et c'est ce qui se passe exactement au niveau de ce discours, et je pense que c'est ce qui est extrêmement fort dans ce discours, c'est qu'il interpelle l'ensemble des citoyens, il ouvre les yeux de tout le monde. Ne croyez pas
que parce que je me réjouis de ma relation avec les citoyens de manière directe, que je ne réalise pas que l'administration est totalement défaillante. Et pourtant, Amine Dury, il y a quand même des choses qui ont été faites, notamment pour l'entreprise, vous qui êtes responsable PME chez Inforisque. Il y a quand même eu des progrès au niveau de l'entreprise, de la PME, de l'investisseur ces derniers mois, ces dernières années. Oui, alors il y a des choses qui sont positives. Je prendrai l'exemple d'une administration qui est en train de se digitaliser, C'est le cas de la DGI. L'exemple de la Direction générale des impôts. L'exemple de la vignette est un très bon exemple de ce qui a été fait, qui a permis à pas mal de citoyens de perdre moins de temps dans des trésoreries pour acheter ce petit papier et finalement pouvoir l'acheter via un guichet bancaire par exemple ou via différentes agences. Donc ça c'est un premier exemple. D'autres choses vont arriver. On est toujours dans le digital. On est aussi par rapport aux entreprises, la télédéclaration à partir du 1er janvier prochain, la télépaiement, le compte fiscal qui arrivera très prochainement, qui donnera plus de transparence entre l'administration et le contribuable. Donc il y a pas mal de petites avancées. Je cite l'exemple de la DGI. Il y a l'exemple aussi de Maroc PME. Qui a mis en place un département digital et qui fait en sorte que très prochainement tous les services offerts par Maroc PME seront digitalisés, qu'il n'y aura plus besoin d'aller sur place. Ouais, Amine Faridi, est-ce que ce genre de discours justement ça peut avoir un impact sur différents organes administratifs et accélérer la cadence de ces mesures dont vient de citer Amine Dury? Est-ce que le temps du changement c'est maintenant? Oui, mais en même temps, je pense que ce qui est intéressant dans le discours royal, c'est qu'il donne raison aux citoyens. C'est cela le vrai constat, c'est que le discours royal dit aux citoyens je vous comprends et je suis tout aussi choqué que vous par le dysfonctionnement de l'administration. Parmi les milliers de commentaires que j'ai vus sur les réseaux sociaux, il y en a un qui m'a interpellé, quelqu'un qui a dit je vais mettre sur mon téléphone le discours royal et je vais l'emmener avec moi à chaque fois que je vais en contact de l'administration. Je trouve que vous voyez, c'est pas mal. Oh oui, vous voyez que en arrivant dans une administration, quand le responsable va vous dire revenez lundi, je suis sûr que le discours royal reviendra très souvent dans la bouche des citoyens. Est-ce que vous dites franchement, oui, c'est intéressant, est-ce que ce matin vous pensez que des fonctionnaires d'une administration X ce matin se sont réveillés, sont au travail en ce moment en train de se dire attention, il y a le roi qui m'a rappelé à l'ordre? Ce qui est certain, c'est qu'un certain niveau de responsabilité, dès la fin du discours, certains responsables se sont posé la question comment éloigner le problème de mon administration, comment régler la question pour qu'il n'y ait pas, parce que vous imaginez, si demain un citoyen arrive à prouver que l'administration ne remplit pas sa fonction et que le responsable qui a été contacté pour régler le problème n'a pas fait son boulot lui-même. C'est ce qui est bien avec les discours royaux, c'est que ça a quand même, c'est une mise à jour, c'est une mise à jour et c'est un rappel assez fort, je dirais, de ce qui devrait exister et qui n'existe pas. Quand un citoyen arrive dans un hôpital et que dans cet hôpital, l'hôpital est censé soigner et que dans l'hôpital on invente, vous savez, là encore une fois, j'espère que ça aura des répercussions sur les décisions des responsables, les règlements qui sont mis en place de manière parfois totalement illégale dans les administrations. Vous arrivez, on vous dit non, pour voir un médecin, vous devez passer par tel et tel et tel service. Ce qui est complètement contraire à la mission première d'un hôpital ou d'un médecin, c'est-à-dire soigner. Je pense que ce discours aura des retombées, même si, sur un autre volet, je voulais quand même rappeler que Sa Majesté a eu plusieurs discours à propos de plusieurs sujets où il a été extrêmement virulent, extrêmement direct, exactement comme les citoyens l'aiment, mais que ces discours-là sont restés lettres mortes. Et j'en reparlerai plus tard. Amine Dury, responsable PME chez Inforisque, maintenant place vraiment au changement, aux actions. En tout cas, vous le disiez tout à l'heure, il y a des mesures qui sont là, qui vont arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ouais. On va peut-être faire plus attention et accélérer la cadence? Oui, à mon avis, c'est évident que les responsables politiques vont faire plus attention à ce qu'ils font. Je citerai une mesure, à mon avis, qui a un lien direct avec ce qu'on dit entre l'administration et les entreprises. Une réforme qui est prévue des tribunaux, notamment qui prévoit que tous les documents qui doivent être fournis dans le cadre d'une procédure doivent être traduits en arabe. Le français n'est plus accepté. Ce qui va ralentir considérablement le rythme des procédures judiciaires, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut avoir un impact direct sur l'entreprise, sur le citoyen. Et donc ça, c'est par exemple une réforme qu'il faudrait revoir, une mesure concrète qu'il faudrait revoir pour accélérer les choses. Là, par exemple, cette mesure est pour moi l'opposé de ce que a demandé le roi. Et concrètement pour les PME, aujourd'hui, c'est quoi? C'est simplification des procédures et digital, les deux gros morceaux sur lesquels il faut insister?
Oui, certainement. Le digital, je pense que c'est essentiel. L'exemple de la DGI, encore une fois, le montre. C'est que le digital permet de mettre en relation directement le citoyen avec l'administration. Plus de perte de temps à faire la queue pour demander un document. On le télécharge directement en ligne. On fait une demande en ligne. C'est quand même beaucoup plus rapide. Et même dans la relation, par exemple, avec l'administration fiscale, si l'administration va vous demander des documents, elle vous le demande, vous les envoyez en ligne. Le check se fait directement. Voilà, on perd beaucoup moins de temps et on est plus efficace. C'est finalement le discours de Sa Majesté, c'est d'être plus productif, plus efficace. Et le digital est aussi là pour ça. Et le souverain a fait quand même un rappel à l'ordre aux fonctionnaires en leur disant attention, vous êtes quand même aussi responsable quelque part de la croissance, de l'économie en elle-même. Quand vous faites fuir un investisseur, quand vous faites fuir un responsable d'une PME, vous êtes responsable de perte d'emploi ou de création d'emplois qui auraient dû avoir lieu et qui n'ont pas été créés. Vous pouvez remplir un terrain de sport de personnes intelligentes, bien motivées, avec tous les outils du digital que le digital peut offrir. Si en face vous avez un petit responsable, un petit fonctionnaire dans une administration qui est censé mettre un cachet rapidement sur un document et qui le fait pas, toute la machine d'investissement est bloquée. Le roi a parlé de cachette. Le roi a parlé de gens qui vont dans l'administration pour se cacher, pour mener une carrière aussi tranquille qu'un long fleuve de tranquille. Le problème est là. Et parmi les chantiers que le roi a évoqués, il y a la réforme, non pas des textes et tout, mais de la mentalité. Changer les mentalités, parce que je pense que toutes les réformes, toutes les volontés politiques peuvent bloquer, buter contre cette mentalité qui dit je suis un responsable dans une administration, je n'ai pas beaucoup d'idées, je n'ai pas beaucoup de projets pour faire aboutir les choses, mais j'ai une force de blocage extraordinaire. Et donc là, on mesure un petit peu l'intérêt d'un poste au niveau d'une fonction publique, non pas par ce qu'il peut apporter, mais par sa capacité à bloquer des projets. Et c'est en bloquant des projets qu'on peut les monnayer dans un processus de corruption que les Marocains connaissent aujourd'hui. Je bloque vos projets, je bloque votre projet d'investissement de plusieurs milliards de dirhams, je bloque votre initiative, et après je fais monnayer cela dans une sorte de chantage et de donnant-donnant. Je le disais tout à l'heure, 4 lignes directrices dans ce discours, changement de mentalité, vous l'avez dit, Hamid Faridi, la formation, la déconcentration régionale, il y a un texte qui est toujours en attente, et puis le digital, quelque part, il trace là, le souverain, les 4 grandes lignes directrices pour la réforme de l'administration. Je pense que le discours royal n'était pas seulement un discours de ras-le-bol ou un discours de cri du cœur, c'était aussi un discours pour dire voilà comment on peut lutter contre cela, contre ce problème-là, ce mal de l'administration, et en disant voilà comment on peut lutter, je pense que le digital est déjà dans le pipe, comme mon ami l'a rappelé, mon voisin l'a rappelé, il y a aujourd'hui le digital dans un certain nombre d'administrations, et ça règle un certain nombre de problèmes, mais politiquement, au niveau des partis politiques, au niveau des responsables, des élus, au niveau des responsables politiques des administrations. Vous savez, une administration a un responsable politique qui s'appelle le ministre. Quand un ministre ne fait rien pour améliorer la gouvernance administrative de son ministère, ce ministre doit être rendu responsable et doit être pointé du doigt, et on doit demander une reddition des comptes à tous les ministres sur quel niveau d'engagement ont-ils eu pour améliorer le fonctionnement de leur administration. Amine Diori, responsable PME chez Inforisque, et Hamid Faridi, consultant marketing politique, ce sont nos 2 décodeurs, ils reviennent à 9h36. La suite des décodeurs atlantiques, on décode ce matin le discours royal de vendredi, discours royal fort sur l'administration qui doit augmenter en qualité et en service. Nos décodeurs aujourd'hui, Hamid Diori, rebonjour. Rebonjour Landry. Vous êtes responsable PME chez Inforisque, Hamid Faridi également à nos côtés, rebonjour. Rebonjour. Un consultant marketing politique, et vous disiez Hamid Faridi justement tout à l'heure en fin de première partie, ce n'est pas le seul discours du souverain qui n'est finalement pas suivi. Alors pour l'instant on peut pas se prononcer sur ce discours-là, est-ce qu'il sera suivi ou pas par une réforme de l'administration quand même très attendu, mais il y a eu des discours du souverain qui a appelé des responsables politiques à leur responsabilité et qui n'ont pas été suivis. Tout à fait. Non, ce discours, comme les autres discours, c'est une manière de montrer la voie, de montrer quand même là où le bas blesse, et de rappeler par la plus haute autorité du pays que le problème est bien diagnostiqué, que même l'orientation à suivre pour le régler, elle est donnée. Maintenant, si la société civile, si les partis politiques, si la classe politique dans son ensemble ne prennent pas en compte ces recommandations, ça restera lettre morte, sans jeu de mots. La lettre royale adressée aux assises du sport en 2009,
c'était juste extraordinaire comme discours. C'était un propos. Allez, vous avez juste un extrait. Un extrait. Parmi les manifestations les plus criantes de ces dysfonctionnements dans le paysage sportif, l'on observe que le sport est en train de s'enliser dans l'improvisation et le pourrissement, et qu'il est soumis par des intrus à une exploitation honteuse pour des raisons bassement mercantilistes ou égoïstes. Seuls des dirigeants bénis de Dieu ont échappé à cette fâcheuse tendance. Ça, c'est la lettre royale. Ça n'est pas un élu de l'opposition, ce n'est pas un homme du peuple, ce n'est pas un sportif en colère, c'est la lettre royale qui traduit une vraie colère, une exaspération par rapport à une réalité. Au lendemain de cette lettre royale lue devant les représentants de la société sportive marocaine, tout le monde s'est dit, ça y est, c'est fini. Le pourrissement, l'enlisement, les corrompus dans le sport, ça va finir, etc. Mais personne n'a pris le flambeau. La classe politique a détourné le dos à cette question-là. Aucun parti politique n'a fait sienne les recommandations de Sa Majesté. Aucun parti politique n'a mis dans son programme qu'il allait lutter contre la corruption dans le sport et contre le fait que des intrus soient dans impliqués ou mis main basse sur le sport. Voilà depuis 2009. Ça fait 7 ans. Aujourd'hui, nous avons une lettre, un discours du roi qui s'intéresse à la fonction publique, qui dit que l'administration est un véritable problème parce qu'elle est un problème, un investissement au fonctionnement des administrations les plus vitales pour le citoyen et qu'elle est vraiment un frein au bien-être du citoyen dans notre pays. J'espère, si les partis politiques, si les responsables politiques ne prennent pas la question à bras-le-corps, on restera encore dans le roi a dit, mais c'est resté au niveau du discours. Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. Je vous pose une question piège. Je ne sais même pas si vous avez la réponse, mais je vous la pose quand même. Est-ce qu'on a une estimation peut-être des entreprises qui veulent s'implanter ici au Maroc et qui se découragent par l'administration? Alors ce chiffre doit certainement exister, mais je ne l'ai pas. Soyons très clairs. Vous pensez que ça doit exister? Des dossiers qui sont déposés et qui restent peut-être lettres mortes ou qui ne sont pas suivis. Il doit y avoir des études là-dessus, certainement. Il doit y avoir des chiffres réalisés par des organismes ou des institutions, certainement. Mais non, je n'ai pas ce chiffre. Maintenant, c'est vrai que par rapport à ce discours, si demain on veut être concret et qu'on veut le transposer dans la réalité, moi je pense que déjà la première question qu'il faut se poser, aujourd'hui l'administration sert plutôt de soupape de sécurité par rapport à la question de l'emploi. Des gens des diplômés chômeurs qui ne trouvaient pas d'emploi, qui ont été pris dans l'administration, qui aujourd'hui ne sont pas productifs parce que ce n'est pas leur vocation première, qui touchent des salaires de misère. Demain, on veut améliorer ça. Comment on fait concrètement? On doit prendre des gens sur des compétences, on doit revoir leur façon de travailler. On doit accroître leur productivité. Tout ça va créer des dégâts considérables dans l'administration. Est-ce que politiquement, on a envie de s'engager dans cette voie-là? Ça peut chambouler pas mal de choses. Est-ce que ça doit venir du haut ou est-ce que ça doit venir de la région, justement, peut-être ce chamboulement? On attend des prérogatives, on attend cette charte de la déconcentration régionale. Est-ce que c'est la clé, la solution, Amine Faridi? Vous savez, dans les 4 voies du changement exprimées par Sa Majesté, je crois que dans l'une des voies, il y a la décentralisation, parce que l'une des clés pour régler ce problème, il y a cette décentralisation, dégraisser le mammouth, au moins le mettre dans des régions, de manière à ce que la question soit la proximité entre centre de décision et administration, contact du citoyen, soit la plus grande possible, de manière à pouvoir agir sur l'administration. Parce que le véritable problème, encore une fois, de l'administration, quand vous prenez une décision au niveau de Rabat et que au niveau d'une des circonscriptions dépendantes de Ouarzazate, le fonctionnaire n'est absolument pas au courant ou ne veut pas être au courant ou veut continuer à bloquer, il continuera. Donc je pense que la décentralisation est une clé, mais la réforme au niveau du digital, au niveau central, parce que le digital ça ne se fait pas au niveau d'une localité, mais au niveau central, etc., etc. C'est toutes les voies énumérées par le roi et bien d'autres que la solution, à travers toutes ces voies, que la solution viendra. Amine Diori. Oui, je suis entièrement d'accord. Effectivement, il y a beaucoup de chantiers qui doivent être mis en place. Tous ceux qui ont été cités, évidemment, le digital, formation également.
La formation, c'est une évidence. Aujourd'hui, est-ce qu'on a envie d'un fonctionnaire, un petit fonctionnaire qui pose des tampons et qui est-ce que c'est ça la voie productive qu'on veut pour notre administration? Non. Il va falloir un courage politique en tout cas pour la c'est faire. Évident. Pour moi, c'est un courage politique qu'il faut qui est la clé de résolution de ce problème. Ouais, ça, beaucoup d'observateurs sont d'accord sur ça. Le courage politique, sur une décision pareille, sur une réforme de l'administration, c'est quand même dur. C'est difficile, mais on a vu quand même qu'il y a des mesures impopulaires qui sont passées lors de ces 5 dernières années. Amit Faridhi, c'est possible pour un gouvernement qui va s'installer dans les prochains jours? Oui, mais quand l'opposition a déjà, sur les 5 dernières années, a déjà exprimé toute sa volonté de soutenir, de faire de l'opposition sur des réformes vitales. Elle s'oppose au gouvernement sur des réformes pourtant vitales, comme la réforme de la retraite, etc. Aujourd'hui, on a beaucoup entendu le PAM sur la réforme de l'administration. Tout à fait. Parler de manière générale ou générique sur la réforme de l'administration, c'est une chose. Mettre en œuvre la réforme, c'est générer des oppositions, générer des insatisfactions, et de ce fait générer un risque d'impopularité. Aucun parti dans l'opposition ne veut un risque d'impopularité. Mais je l'espère, que ce discours royal va aider les gens à élever le débat concernant la réforme de l'administration au-dessus des clivages politiques. Et c'est là la clé, une des clés majeures de la réforme de l'administration. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce discours royal de la rentrée parlementaire. Dans un instant, on parle du secteur de l'informel avec cette étude du HCP qui a été rendue publique la semaine dernière. On va s'intéresser au comment freiner la croissance de l'informel. Juste avant, la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de gueule. Et on commence par vous, Amine Viori, responsable PME chez Inforisque. Un coup de gueule, un coup de cœur, qu'est-ce que vous nous avez choisi ce matin? Alors, c'est un coup de cœur. Je lisais un article très intéressant il y a quelques jours sur un livre qui vient d'être publié qui s'appelle Les vertus de l'échec. Alors, on en a entendu parler, c'est très intéressant. En fait, l'idée, c'est de dire quoi? C'est que dans nos sociétés, que ce soit la société française ou marocaine, l'échec est pointé du doigt. On dit d'une personne qui a échoué que c'est un raté alors qu'elle a simplement échoué. Ce livre va plus loin. C'est vraiment un renversement culturel. C'est de dire l'échec est le premier pas vers la réussite. Pour ça, il y a quand même quelques clés pour y arriver, c'est-à-dire reconnaître l'échec, dissocier la personne de l'acte du projet qui a échoué, et surtout analyser l'échec. Concrètement, il dit quoi? Il dit qu'une personne qui a échoué, c'est une personne qui est plus compétente, plus intelligente et plus humble. Alors ça a des conséquences pratiques. On va dans une société comme la société américaine par exemple, où l'échec est mis en avant. Il y a des réunions justement, des FEL conférences où des investisseurs par exemple et entrepreneurs parlent de leurs échecs respectifs. Et on en parle avec le sourire des fois. Mais oui, bien sûr, c'est pas un truc dramatique. C'est un échec, c'est parfois le premier pas vers la réussite. Et les banquiers là-bas n'ont pas de mal à prêter à quelqu'un qui a échoué parce que justement il a différentes expériences entrepreneuriales. Il a échoué, il a appris, il va certainement réussir. Et j'avais écouté une de ces interventions et j'avoue que j'ai retenu une phrase qui m'avait bien fait réagir. Si vous n'avez, alors il disait la chose suivante. Les échecs nous font réfléchir et progresser dans notre humanité. C'est pour cela que si vous n'avez jamais connu le sentiment d'échec, vous avez raté votre vie. C'est une phrase assez forte et qui exprime bien justement ce renversement de pensée. Amit Faridhi, vous voulez réagir avant de faire un coup de gueule, coup de cœur? Je vous voyais très attentif. Oui, très attentif parce que j'ai eu quelques extraits grâce à travers la radio au fait de ce livre et j'avoue que ça me parle énormément dans la mesure où on ne réussit pas du premier coup. Et si on réussit du premier coup, c'est qu'on a raté quelque chose. Vraiment, on a raté l'expérience de l'échec pour réussir sur des bases beaucoup plus solides. Et c'est dans ce sens-là que ça me parle évidemment. Et c'est dans ce sens-là que la peur de l'échec bloque souvent l'entreprise, la peur de l'échec. Et le progrès. Oui, évidemment. Tout à fait. Coup de gueule, coup de cœur aujourd'hui? Coup de cœur, c'est un petit coup de cœur concernant un certain nombre de chantiers, de jardins et d'espaces verts au niveau de Casablanca. Je pense que c'était vital, c'est en train d'être fait. Il faut maintenant que les citoyens s'engagent à respecter ces espaces verts, à les protéger, de manière à ce que Casablanca cesse d'être cet espace de béton et que les espaces verts soient aussi une réalité. Vous avez vu cette interpellation à Salé d'un individu avec des sacs plastiques qui transportait des sacs plastiques tout à fait. À Salé, excusez-moi, à titre
Milal. Tout à fait, c'était à Tête Mellil qui est une des régions de production des sachets plastiques autour de Casablanca. Et contrairement à ce qu'un certain nombre souvent la presse marocaine est le reflet de certaines choses que je ne comprends jamais. Certains articles qui disent que les citoyens souffrent toujours parce qu'il n'y a plus de sachets plastiques. On recommence à revoir des sachets plastiques dans les commerces. C'est une occasion, cette émission, d'interpeller les autorités pour dire attention, il y a des entrepreneurs dans l'informel qui militent, qui font tout pour que les sachets plastiques reviennent. Citoyens qui travaillaient notamment dans le secteur informel. C'est toujours dans le secteur informel. Une usine de production. 9h46, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs atlantiques. On va parler du secteur de l'informel, justement, ce matin, avec le Haut-Commissariat au Plan qui a rendu public son étude sur ce secteur, étude réalisée en 2013 et 2014, et qui estime donc à 1,68 million le nombre d'unités de production industrielle, alors qu'en 2007, ils étaient 1,55 million. 6% de croissance par an, ce secteur de l'informel. Et pourtant, depuis quelques années, on entend, on nous bassine souvent, Améliorer, on va en finir avec le secteur de l'informel, on fait des mesures. Finalement, c'est que cette année, en 2016, qu'on commence vraiment à s'intéresser à ce secteur, notamment auprès de la CGM qui a commandé une étude récemment pour savoir exactement quelles sont les causes qui poussent certaines entreprises du formel à passer à l'informel. Donc ça y est, on va vraiment s'y attaquer maintenant. C'est parti. Alors, à mon avis, sur cette question-là, il y a deux aspects. Il y a pour moi un premier aspect qui est un aspect politique. Je rappellerai un discours de Monsieur Benkaran il y a quelques mois à propos de l'informel et qui disait que si l'État marocain ne s'était pas attaqué à l'informel depuis nombre d'années, c'est parce que justement ce secteur informel maintenait une sorte de soupape de sécurité par rapport. On était en 2000, il y a eu la révolution, les révolutions de 2011 dans différents pays arabes et justement Monsieur Benkaran disait s'il n'y avait pas eu ce secteur informel aussi fort, peut-être qu'on aurait eu davantage de remous politiques à ce moment-là. Donc c'est une façon de dire, voilà, on combat, pas fortement, mais voilà, on a besoin aussi de l'informel pour un peu de stabilité. Puis maintenant il y a l'autre question qui est celle de, alors c'est une autre question qui est celle de l'équité fiscale. Aujourd'hui, je rappelle un fait, c'est que par rapport aux chiffres de la DGI, les entreprises qui payent aujourd'hui l'IS, 2/3 ne payent pas parce qu'elles ont un résultat déficitaire ou nul, et seulement 1/3 paye cet impôt. Et en réalité, quand on regarde sur les 40 milliards qui sont payés chaque année au niveau de l'IS, une centaine d'entreprises payent quasiment la totalité de ce montant. Voilà, c'est ça la question. Et il faut remettre la question de l'informel dans le tissu global, c'est-à-dire qu'on parle de 1,6 million d'entreprises dans l'informel, mais derrière, il y a à peu près 1,3 million, 1,4 million d'entreprises qui travaillent dans le formel. Donc il y a plus d'entreprises informelles que d'entreprises formelles. C'est bien la complexité du problème. Voilà, et selon vous, une des solutions, c'est l'équité fiscale ? C'est pas la solution, c'est qu'on doit arriver à l'équité fiscale. Il est anormal qu'une centaine d'entreprises payent quasiment la totalité du montant de l'IS. Chacun doit participer en fonction de l'effort. Il est anormal qu'une partie du tissu productif soit en dehors du cadre légal. Hamid Faridi. Moi, je pense qu'il faut arrêter de combattre l'informel. Ah, définitivement, oui, il faut arrêter de le combattre parce que... Là, il progresse, Oui, justement, il progresse parce qu'il y a une envie de vivre, une envie d'entreprendre chez les Marocains. Et il faut arrêter de combattre l'informel parce que c'est une méthode absolument pas bonne, dans la mesure où je pense que c'est comme si, quand on parle depuis des années, on dit qu'on va combattre la pauvreté. Moi, je pense qu'il faut promouvoir la richesse. Il faut promouvoir l'entreprise structurée. Il faut promouvoir le formel, le rendre intéressant, le rendre d'accord, donc selon vous, séduisant. C'est inefficace de parler de combat de l'informel, mais plutôt... Combattre l'informel reviendrait à dire je vais combattre l'envie d'entreprendre, même maladroite, même informelle, même non structurée des Marocains. Or, il est essentiel aujourd'hui de constater que c'est une des chances de ce pays, que le Marocain est un entrepreneur dans l'âme, qu'il a envie d'entreprendre à son petit niveau, d'artisan, d'entrepreneur de service ou de prestataire de service de manière générale, c'est une chance. Je connais encore d'autres pays où le citoyen n'entreprend jamais. Pour générer l'envie d'entreprendre chez les citoyens, les États dépensent énormément d'argent, mais ça ne marche toujours pas. Chez nous, il suffit d'accompagner ceux qui entreprennent déjà. Il faut installer des seuils intermédiaires, des niveaux intermédiaires entre l'informel et le formel qui vont faciliter l'accès au formel. Et le statut d'auto-entrepreneur notamment ? Le statut d'auto-entrepreneur par exemple, et d'autres initiatives qui vont donner envie aux structures existantes informelles
de passer du côté du formel. J'ai rencontré lors d'une mission récemment un certain nombre d'entrepreneurs de l'informel qui pullulent dans certains quartiers périphériques, dans des quartiers totalement illégaux en plus. La construction est illégale, le quartier n'est absolument pas référencé ou structuré, et l'entreprise, parce que c'est une entreprise, elle emploie des salariés, elle paye des salaires à la fin du mois, elle génère des bénéfices, elle investit dans du matériel. Ce sont de véritables entreprises très dynamiques qui en veulent. Personne ne les attend. Elles sont combattues. Pourquoi combattre l'informel ? Quand je vois l'État qui investit à travers l'INDH des millions de dirhams pour aider les gens à avoir des petits triporteurs pour vendre du poisson, ou des magasins pour faire de l'artisanat, ou pour faire est-ce que ce n'est pas de l'informel ? C'est une manière d'encourager l'informel, et c'est tant mieux, parce que c'est créer des activités génératrices de revenus. Quand on vient aujourd'hui dire nous allons combattre l'informel, 2/3 des entreprises, c'est une réalité, 2/3 d'entreprises, mais je pense que c'est encore plus que cela. Oui, parce qu'on rappelle que le secteur de l'agriculture n'est pas pris en compte par l'étude du HCP, et ça a étonné notamment le président de la Comadère qui était ce week-end l'invité de tableau de bord. Écoutez, l'agriculture n'est pas prise en ligne de compte, un certain nombre d'activités en relation avec le tourisme ne sont pas prises en ligne de compte. Tout cela me fait croire que le premier secteur générateur d'emplois et d'activités au Maroc, c'est le secteur informel. Le combattre revient à scier la branche sur laquelle on est assis. Je pense qu'au contraire, il faut œuvrer à créer les mécanismes pour rendre séducteur le secteur informel, et naturellement, les gens s'orienteraient. Personne, comme vous savez, il y a le proverbe marocain qui dit aucun chat ne fuit la maison où il y a la fête, où il y a le mariage, parce qu'il y a à manger. Dressons la liste de tout ce qu'il faut faire pour rendre le secteur formel intéressant, et les gens viendraient naturellement au secteur formel. Et donc notamment l'équité fiscale, ce que vous nous disiez tout à l'heure, Amine Diouri, quels sont les autres peut-être instruments pour promouvoir justement le secteur formel, encourager ceux qui sont dans l'informel à passer vers le formel ? Alors déjà je voudrais rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit. Alors certes, c'est vrai que le Marocain a l'âme entrepreneuriale, il a envie de créer, ça je suis entièrement d'accord. Maintenant, la création d'entreprise doit se faire dans un cadre légal, et le statut de l'entrepreneur, est un très bon exemple d'un cadre juridique souple, simple, où on crée son entreprise assez facilement, et finalement on contribue aux ressources budgétaires. Chacun contribue en fonction des chiffres réalisés. Moi, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est ce côté passager clandestin, c'est-à-dire que il y a des entreprises qui sont dans le formel, il y en a 1,4 million aujourd'hui, qui contribuent à payer, qui contribuent aux nos ressources budgétaires, qui payent des impôts. Je vois pas pourquoi il y en aurait certaines qui paieraient pour contribuer au bien-être général, et d'autres qui resteraient en dehors de ce cadre et qui ne contribueraient pas, et qui réaliseraient des profits qui seraient limite égoïstes, puisque tout ce qu'ils généraient serait pour eux, mais ils ne contribuent pas à la richesse nationale. C'est ça que je veux dire aussi, c'est important. Oui, pour l'entrepreneuriat, oui, mais dans un cadre légal. Et l'équité fiscale, c'est très important. Il est anormal que certaines entreprises payent quasiment la totalité des impôts payés. Et donc fiscalité et administration, on rejoint le premier sujet, réforme de l'administration. Ça aussi, ce sont des instruments qui peuvent servir pour encourager à passer vers le formel, ou en tout cas à être directement dans le formel, et ne pas penser une seule seconde à passer à l'informel, Amine Diouri. Oui, de toute façon, aujourd'hui, il est devenu très simple de créer une entreprise. Pour Casablanca, aujourd'hui, pour 2014, on parlait de 6 jours pour créer une entreprise. Très prochainement, on parle de 1 journée simplement. Donc c'est assez rapide. Les formalités pour créer une auto-entreprise, c'est assez simple. Donc, à mon avis, le problème, il est pas là. Après, se pose une question fiscale, parce qu'après tout est là. La personne qui crée une entreprise dans l'informel n'a simplement pas envie de payer d'impôts. Donc se pose la question d'avoir effectivement un barème plus attractif. Alors la CGEM propose l'IS progressif justement depuis un certain nombre d'années, pour permettre justement de pas se limiter à des effets de seuil qui poussent un certain nombre d'entreprises soit à sous-déclarer leurs vrais revenus, soit à passer du côté de l'informel. Donc à mon avis, la question est à ce niveau-là.
Hamid Farid. Ce qui est extraordinaire, c'est la relation, j'imagine que c'était pensé ainsi, entre le premier sujet et le deuxième sujet. Ouais. Si Sa Majesté a parlé de réformer l'administration, c'est aussi parce que l'administration, quand le contribuable ou le projet de contribuable ne voit pas l'intérêt de financer l'administration, de payer des impôts, parce qu'ils n'en retirent aucun bénéfice, c'est absolument difficile pour ces couches de la population. Je vous rappelle, elles vivent dans des quartiers périphériques, très souvent des quartiers dans l'illégal absolu, au niveau de la construction et tout. Quand elles entreprennent, elles vont pas se mettre tout de suite à rêver de payer des impôts. Ça fait deux Maroc. Tout à fait, ça fait deux Maroc parallèles, deux Maroc qui ont besoin aujourd'hui de merger la simplicité fiscale et non pas l'équité fiscale, l'IS progressif, etc. Ce sont des mesurettes qui doivent permettre à un certain nombre de personnes de venir vers le formel. Mais la plus grande réforme, c'est celle de l'administration, faire en sorte que le citoyen marocain commence à aimer son administration, que l'entrepreneur commence à trouver intéressant de mettre une partie de ses revenus dans le financement de l'administration parce qu'elle lui est utile. Et je pense que nos deux sujets d'aujourd'hui sont dans ce sens très complémentaires. Hamid Faridi, consultant marketing politique, Amine Diouri, responsable PME chez Inforisk. Merci beaucoup, messieurs. Merci. À très bientôt pour un prochain numéro des Codeurs Atlantiques. Vous restez avec nous dans un instant. Votre émission citoyenne, Les Experts Atlantiques avec Faisal Talaoui. À 10h, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Je vous retrouve demain pour un